bien, bonjour à tous et bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire, le 8e de Light and Shadows. Aujourd'hui, on va aborder le suivi de mouvement dans les applications XR temps réel. Alors, je me présente, moi je suis Pierre Martin, docteur ingénieur R&D chez Light and Shadows. Et moi, je suis Mathieu Guibert, responsable de la mise en œuvre des systèmes matériels dans le cadre des projets réalisés pour nos clients. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le suivi de mouvement. Alors on va donner rapidement une petite définition avant de rentrer dans le vif du sujet. On va utiliser dans ce webinaire l'anglicisme de tracking, puisque c'est un mot qu'on utilise couramment dans le milieu et dans le domaine. Concrètement, ça va être l'ensemble des technologies qui vont permettre le suivi, la capture et le suivi des mouvements de l'utilisateur, des objets qu'il utilise, des outils. Ça permet donc à la fin à l'utilisateur d'interagir dans des environnements numériques virtuels. C'est un aspect fondamental pour la sensation d'immersion et de présence de l'utilisateur. Le but de faire une expérience en réalité virtuelle augmentée, mixte, c'est d'immerger un utilisateur dans un certain contexte. Et le but, c'est de reproduire dans un environnement réel. L'utilisateur est dans une boucle d'action-perception, c'est-à-dire qu'il perçoit d'abord l'environnement avant d'y faire des actions. Il va falloir que cette boucle soit présente et de façon optimale dans un environnement virtuel. C'est ça qu'on va rapidement vous présenter durant ce webinaire. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de survoler de façon non exhaustive, mais de donner des exemples et de présenter les types et les solutions de suivi de mouvement qui peuvent exister et que nous on va adresser chez Light and Shadows en donnant des exemples de mise en œuvre dans le but de donner des éléments d'appréciation et de compréhension sur l'ensemble de ces techniques et systèmes. On adresse le contexte donc de la XR, donc qui va balayer de la réalité virtuelle à la réalité augmentée en passant par la réalité mixte. On va adresser des applications dites temps réel. Voilà, le but c'est d'avoir des applications temps réel pour simuler le réel, et où va être très important la présence, la sensation donc d'immersion et la colocalisation de l'utilisateur dans son environnement. On se fixe le cadre de présenter des solutions et des projets que nous maîtrisons ici chez Light and Shadows, ou en tout cas qu'on pourrait maîtriser, et de respecter le cadre du client, c'est-à-dire un cadre bien défini par un budget, des fonctionnalités, des technos. On va essayer justement d'adresser tout ça. Donc au sommaire de ce webinaire, d'abord nous allons présenter les différents types et matériels existants. Mathieu commencera par présenter le tracking dit optique, qu'on va notamment retrouver dans le domaine de la réalité virtuelle. Ensuite, je présenterai le tracking dit vision par ordinateur, qu'on va retrouver principalement dans le domaine de la réalité augmentée. D'autres types de suivi qu'on abordera rapidement, et ensuite une petite conclusion de cette partie sur quel matériel utiliser pour quel usage. Et enfin, dans une deuxième partie, on présentera différents cas d'usage qu'on a eu à Light and Shadows, des applications clients ou des projets en interne. Une petite conclusion, et puis on aura un temps de questions-réponses. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat, et puis on essaiera d'y répondre à la fin. Donc, concernant le suivi de mouvement, le tracking optique infrarouge, il s'appuie sur l'utilisation de caméras infrarouges. Ces caméras infrarouges vont capter un flux infrarouge qui viendra en provenance de marqueurs. Donc ces marqueurs peuvent être soit passifs, soit actifs, et ils vont être regroupés sous la forme d'une constellation qui permettra de définir l'élément suivi en mouvement. L'objectif, c'est par triangularisation de détecter la position de chacun de ces marqueurs, d'identifier la constellation visible grâce à la liste des marqueurs visibles, et de déterminer la position et l'orientation de ces constellations pour connaître la position de l'objet suivi en mouvement. Ce qui est très intéressant, c'est que même si l'ensemble des marqueurs n'est pas visible, le suivi de mouvement en position et en orientation peut quand même être fonctionnel si suffisamment de marqueurs demeurent visibles. Donc, concernant les marqueurs passifs, lorsqu'on va utiliser ce type de marqueur,
Le flux infrarouge va être émis par les caméras et sera réfléchi par les marqueurs. On va majoritairement utiliser des sphères car elles permettent d'être visibles quasiment sur 360 degrés, contrairement aux pastilles qui, elles, seront nettement moins visibles mais permettront de réaliser des constellations de manière plus simple. On peut voir ici deux exemples de constellations de suivi de mouvement qui sont passives. Elles sont relativement simples à mettre en œuvre, par contre, elles peuvent être encombrantes et gêner l'opérateur dans sa gestuelle. Il y a aussi une problématique liée à la fragilité de ce type de constellation qui, si elles sont endommagées, peuvent être moins précises, voire peut mener à une absence de suivi de mouvement. Ici, on peut voir par exemple un exemple où on a instrumenté, où un outil a été instrumenté avec des pastilles. C'est quelque chose qui fonctionne, mais on a tendance plutôt à préférer utiliser des sphères de suivi de mouvement pour améliorer, en fait, pour avoir un suivi de mouvement qui est mieux maîtrisé, un peu plus précis. Et par exemple, pour ce type de constellation, parfois ça ne sera qu'une étape pour évaluer la constellation, voir si le suivi de mouvement est de bonne qualité dans l'ensemble de l'espace de travail, pour peut-être par la suite réaliser une constellation de suivi de mouvement active, donc qui utilisera des marqueurs actifs. Lorsqu'on va utiliser des marqueurs actifs, cela a plusieurs avantages. Les marqueurs seront des LED infrarouges qui vont être plus petites, qui vont être parfaitement intégrées dans l'outil. On va mieux maîtriser leur position, mais elles seront plus visibles grâce au flux infrarouge. Et au final, on aura un suivi de mouvement qui sera de meilleure qualité. En plus de cela, comme ce ne sera pas les caméras infrarouges qui vont émettre un flux infrarouge, on peut, dans le cadre des constellations passives, parfois avoir des perturbations parce que les caméras vont émettre un flux infrarouge sur l'ensemble de l'environnement et différents éléments qui peuvent être réfléchissants vont générer des petits points visibles par les caméras. Et s'il y a trop de points visibles, ça peut perturber le suivi de mouvement et le rendre un peu instable. Donc l'utilisation de marqueurs actifs va aussi permettre d'améliorer ce genre de choses. L'inconvénient, c'est que forcément, on va devoir instrumenter un peu plus l'outil, mettre un peu d'électronique, une batterie, il y aura plus de problématiques sur la mise en œuvre, mais ça nous permettra aussi de rajouter des boutons et de rendre le périphérique plus communicant. Là, je vais passer à un autre suivi de mouvement optique basé sur des lasers infrarouges qui est lié à SimVR. Il va se composer grossièrement de deux parties, les stations de base qui émettent un flux infrarouge et les éléments suivis en mouvement, donc tracker ou casque. Concernant les base stations, c'est des éléments qui sont fixes. Ce ne sont pas des caméras, ils se contentent d'émettre un flux infrarouge. On peut avoir un petit exemple en slow motion des flux infrarouges émis par une base station. Et ces éléments ne transmettent pas la position des objets suivis en mouvement. C'est vraiment, ça génère un signal et grâce à ce signal, par la suite, les éléments suivis en mouvement, casque, tracker, vont pouvoir calculer leur position. Notamment grâce à des capteurs photosensibles qu'on va matérialiser avec ce petit cercle rouge. On peut les retrouver un petit peu partout. Ils vont constituer des constellations et grâce aux signaux infrarouges, on va être capable aussi de détecter leur position, de détecter la constellation associée et de déterminer la position et l'orientation de l'appareil. Et pour avoir un meilleur suivi de mouvement, un capteur IMU aussi intégré, une centrale inertielle est intégrée à ce type de périphérique pour avoir une variation de position et d'orientation calculée à haute fréquence. Il existe aussi des composants qui permettent de réaliser des périphériques bien spécifiques si les trackers du commerce ne correspondent pas à nos besoins et qui permettra vraiment à s'adapter au contexte du projet. Dans la mesure du possible, j'aurais tendance à favoriser en fait l'utilisation des trackers qui sont disponibles dans le commerce. À cela, plusieurs raisons. Déjà, le coût est relativement faible et surtout, ils auront, comme ils sont produits dans un nombre d'exemplaires élevé,
Cela permet de garantir une certaine fiabilité du matériel, notamment car la carte électronique ne sera pas soudée à la main comme on pourrait le faire avec des prototypes internes. Et donc, ça permettra à nos clients une garantie d'un meilleur fonctionnement, voire de simplifier le remplacement du périphérique en cas de casse. Je rends la main à Pierre. Donc Mathieu vient d'adresser, on va dire, une première grande famille qu'on appelle le tracking optique. Ce qui est important de noter, c'est que l'ensemble de ces technologies qui ont été présentées sont construites et sont faites pour justement spécifiquement le suivi de mouvement et sont construites et utilisées pour ça. Moi, je vais aborder maintenant une deuxième famille de tracking, si on peut dire comme ça, qu'on va appeler vision par ordinateur. Sa caractéristique première, c'est que ça va utiliser du matériel qui, au départ, n'est pas destiné pour suivre le mouvement. Typiquement, une caméra, la caméra sur un robot, une caméra maintenant des smartphones, maintenant même les lidars sur des périphériques. Ici, je vais principalement parler dans cette première partie du suivi sans marqueur. Donc, c'est juste à partir du périphérique, donc d'une caméra ou d'un lidar, il existe des technologies qui permettent aujourd'hui de pouvoir se repérer dans l'environnement et du coup de suivre le mouvement. On va parler notamment de la technique de SLAM qu'on voit actuellement à l'écran, où ici c'est du SLAM visuel, du VSLAM, où à partir de la caméra, on va détecter des points particuliers et le suivi de ces points particuliers d'image à image, plus évidemment les caractéristiques spécifiques de la caméra, va permettre d'identifier, de spécifier un mouvement et donc de se suivre en mouvement. Pour avoir un suivi plus robuste, cette technique va être couplée à d'autres capteurs, typiquement des capteurs inertiels, comme c'est aussi le cas sur du tracking optique. Il y a ce couplage de différentes technos pour avoir un suivi plus robuste. Le principal avantage de cette technique, c'est du coup de pouvoir se faire sur l'ensemble des matériels qui disposent d'une caméra et qui ont une puissance de calcul suffisante, mais maintenant avec les progrès techniques, l'ensemble des périphériques mobiles permet de le faire. C'est une facilité d'utilisation parce qu'il n'y a pas de technique particulière. À partir du moment où la techno est mise en place sur un device, sur une tablette, sur un téléphone, il suffit de l'utiliser. Il n'y a pas de dépendance à d'autres matériels. L'inconvénient, c'est que ce type de méthode peut être sujette à des accumulations d'erreurs et à des possibles dérives dans le temps et dans l'espace. Les principaux usages, c'est les usages par exemple premiers d'une application de réalité augmentée. On va pouvoir poser un objet dans l'espace, par exemple avec de la détection de sol ou de surface, ou même sans détection, on peut poser un objet et le fait de pouvoir se localiser dans l'espace, on va pouvoir tourner l'objet, etc. Donc c'est une première utilisation qui est disponible sur différents outils et différents SDK qui permettent d'adresser ce besoin. Deuxième type de tracking vision par ordinateur, on va parler de suivi de marqueurs. Alors c'est le deuxième que j'adresse, mais historiquement c'est le premier qui est apparu dans les technologies de réalité augmentée. Les premiers toolkits qui sont apparus étaient à base de QR code, d'images. Ça l'est encore, ça existe beaucoup et très largement. Ici, on va se repérer notamment au travers de la reconnaissance d'un référent, un QR code, une image. On connaît cette image à l'avance, la caméra qui le détecte va pouvoir déterminer dans quelle orientation et à quelle distance on est, et ainsi de suite. Ces technos sont généralement couplés à la technique précédente du SLAM, c'est-à-dire que quand ce QR code n'est plus détecté ou cette image n'est plus visible, c'est le SLAM qui prend le relais pour assurer une continuité du suivi de mouvement. Ça permet une configuration plus forte entre l'environnement réel et l'environnement virtuel, puisque là on a un lien entre les deux. Le QR code existe dans le réel et le QR code où l'image va être associée dans notre simulation application. Ça a une meilleure précision et stabilité. C'est toujours sujet à une instabilité dès lors que le tracking, l'image n'est plus vue. Il y a une sensibilité aussi à la luminosité de l'environnement, puisque il faut que l'image ou le QR code ou ce qu'on veut ait une certaine caractéristique, un certain contraste, etc. Principaux cas d'usage, ça va être beaucoup utilisé pour identifier spécifiquement un produit. Maintenant, on voit beaucoup dans les magazines, etc. Pouvoir augmenter l'information d'un support, qu'il soit papier, par des informations via la détection d'images ou de QR code.
Enfin, troisième grande partie de ce tracking vision par ordinateur, c'est le suivi d'objets. Alors quand on parle de suivi d'objets, on va parler de suivi d'objets CAO, voire maintenant même de scan d'objets, parce que des technologies permettent de faire ceci. Ici, l'idée c'est qu'en entrée, on a donc un modèle 3D, donc un modèle d'un produit, d'un objet, d'une machine ou un scan d'un environnement, et le logiciel, les algos vont d'abord reconnaître cet objet et vont du coup pouvoir se situer par rapport à cet objet et se mouvoir. Là aussi, c'est couplé avec du SLAM dans le cas où, pour robustifier et dans le cas où l'objet ou le scan n'est plus vu. Ça permet une superposition parfaite des éléments virtuels qu'on va vouloir rajouter sur le réel, puisque du coup l'objet est identifié pour de bon. Donc ça a une excellente précision et stabilité dès lors que l'objet est visible. C'est aussi très facile d'utilisation quand l'application est bien conçue autour de ça. Il suffit d'aller cibler l'objet, la machine, l'objet de la vie courante qu'on a envie de visualiser et qu'on veut augmenter. Alors c'est gourmand en calcul, hein, c'est des algos et c'est des technos qui sont gourmandes, mais avec les progrès, encore une fois, avec les progrès techniques et la puissance des périphériques, notamment mobiles, c'est de plus en plus courant et facile d'usage. Ça nécessite évidemment la modélisation en entrée, donc il y a une certaine dépendance, une configuration. Ça va être très utilisé pour tout ce qui est tâches d'inspection, donc notamment dans le milieu industriel, tâches de formation, puisqu'il suffit, voilà, on veut faire une formation sur telle machine, c'est tel outil industriel, l'outil est reconnu, on va afficher les instructions d'information, etc. Et pour la maintenance, bien évidemment, quand on veut faire du contrôle qualité, vérifier que des éléments sont à la bonne place, ce type de suivi va permettre notamment un suivi très précis et automatique des choses. Donc jusqu'à présent, entre le tracking optique et le tracking dit vision par ordinateur, on a adressé principalement des technos pour suivre l'utilisateur et les objets qu'il pourrait utiliser, des outils dans l'environnement. Il existe d'autres types de suivi, donc on va rapidement ici survoler. Il y a le suivi des yeux, en anglais on va dire eye tracking. Donc là c'est principalement de la vision par ordinateur. Le but ça va être de suivre le regard de l'utilisateur. Il y a différents types de technologies qui existent. Ça va être notamment des études comportementales, ça peut être utilisé dans le marketing pour savoir où est-ce que l'utilisateur va regarder dans l'espace, notamment sur des pages internet, etc. On va aussi avoir le suivi du visage, le face tracking. Donc là aussi, c'est de la vision par ordinateur, c'est-à-dire à partir de l'image caméra, il y a des algos qui vont détecter le visage, des points particuliers, ça va permettre de détecter notamment des émotions. C'est très utilisé à l'heure actuelle, notamment sur tout ce qui est réseaux sociaux, avec tous les filtres qui peuvent être appliqués. Donc, pas vraiment d'usage commercial ici, un usage loisir, mais la détection des émotions, en tout cas, et la suivi, la surveillance de l'utilisateur sont un des cas d'usage. On a évidemment le suivi du corps, on va dire body tracking en anglais. On a tous l'image, on le voit à l'écran, de ces acteurs qui sont couverts de combinaisons avec justement des sphères passives pour capturer leurs mouvements, pour être intégrés soit dans des jeux vidéo, soit dans du cinéma avec les effets spéciaux. On a aussi le suivi de mouvement en vision par ordinateur, que ce soit par exemple avec maintenant des simples webcams, avec une Kinect, etc. Donc c'est très utilisé dans le cinéma, le jeu vidéo, et puis dans l'industrie, sur tous les aspects type ergonomie, pour suivre les postures de l'utilisateur, étudier les postures sur poste de travail notamment. Enfin, dernière petite famille à évoquer, c'est le suivi des doigts, le finger tracking. Là, il y a différentes technos qui permettent de le faire, de l'optique avec des marqueurs qu'on va avoir sur la paume, sur les doigts, en vision par ordinateur, typique avec par exemple ce petit boîtier Leapmotion qu'on connaît, ou même avec des trackers magnétiques ou même des trackers mécaniques. Il y a plein de sortes de matériel qui existent. Voilà, le principal usage, c'est d'avoir des manipulations et des interactions relativement fines dans la manipulation d'objets. Donc maintenant la question qu'on peut se poser, on a présenté un certain nombre de matériels. La question c'est dans quel cas va-t-on les utiliser? En fait ce qu'on va remarquer c'est qu'il y a un lien entre les matériels de suivi de mouvement
et le système d'affichage. Donc forcément, lorsqu'on va utiliser un casque, on va utiliser le système de suivi de mouvement qui va lui être associé. Ce casque peut aussi disposer de caméras supplémentaires, ajoutant différentes fonctionnalités comme du suivi du mouvement du finger tracking, suivi du mouvement des doigts. Et puis, il y a certains casques qui vont permettre d'avoir des fonctionnalités avancées, détecter des objets 3D, ce genre de choses. Et on peut aussi avoir des systèmes de type KEV qui auront naturellement des systèmes de suivi de mouvement optique. Donc on va naturellement utiliser en priorité les systèmes de mouvement disponibles avec le périphérique de visualisation. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il faut s'interdire l'utilisation d'autres systèmes. Il faudra juste résoudre différents problèmes comme la calibration des référentiels de tracking pour que, par exemple, si on utilise un suivi de mouvement optique avec des marqueurs passifs avec un HTC Vive, s'assurer que le repère SteamVR est le même que le repère du suivi de mouvement optique pour qu'il y ait une cohérence lorsqu'on interagit avec le casque Vive Tracker, un outil suivi de manière optique. S'il n'y a pas de restrictions liées, enfin de système existant, et qu'on est libre du choix du système, ça va être plus des considérations liées au projet qui vont nous amener à choisir la technologie. Par exemple, le budget disponible, la précision dont on a besoin, le déploiement qu'on compte faire par la suite. Par exemple, si on veut réaliser un système en un exemplaire, il peut être tout à fait envisageable d'utiliser un système de suivi de mouvement à 20 000 € et ne faire aucun développement associé à ce système de suivi de mouvement. Comme si le projet en fait doit être déployé une centaine d'exemplaires, là peut-être qu'on préférera dépenser ces 20 000 € dans de la R&D pour développer un système de suivi de mouvement dédié à cette problématique. Et la partie fiabilité et problématique de mise en œuvre sont aussi des éléments à prendre en compte, notamment lorsque le système n'est pas utilisé par des ingénieurs spécialisés en réalité virtuelle. Il faut que le système soit simple à mettre en œuvre et que les utilisateurs puissent les utiliser de la manière la plus fluide possible. Donc maintenant qu'on a balayé plutôt rapidement, mais en rentrant un petit peu dans quelques détails, les différentes technologies de tracking qui existent, on a vu que déterminer quel matériel utiliser quand, c'est une question très importante. On va ici balayer aussi quelques cas d'usage que nous avons rencontrés et présenter nos choix justement sur quels besoins, quelle technologie, et ce qui permettra de vous donner et de donner aux futurs usagers des idées et peut-être d'affiner leurs besoins futurs. Le premier projet que j'ai souhaité vous présenter s'appelle WeDid. C'est une table de formation qui est dédiée au métier de découpe de bois. Nous avons réalisé cette table WeDid pour l'AFPA en collaboration avec Mimbus qui s'occupe plutôt de la partie pédagogie. L'objectif de cette table, ce n'est pas en fait que les utilisateurs soient formés 100% en virtuel, c'est plus qu'ils réalisent l'apprentissage des gestes liés à la sécurité via ce système. Comme ça, ils ne se mettent pas en danger. Et lorsqu'ils ont atteint un niveau de gestuel, un comportement suffisamment correct pour qu'ils ne se mettent pas en danger, on peut les mettre plus facilement sur des vraies machines où là, ils poursuivront leur formation. Donc, pour ce projet, plusieurs éléments devaient être suivis en mouvement, la tête, les mains, la planche. Il faut que le système de suivi de mouvement mis en œuvre ne perturbe le moins possible l'opérateur, surtout dans sa gestuelle. Donc, le système retenu était un système optique qui permettait en fait de faire le suivi de mouvement de la tête et des mains. Donc sur cette partie-là, les constellations sont relativement légères, ne gênent pas l'opérateur. La problématique était plus importante au niveau des planches, parce qu'il ne fallait pas que les marqueurs soient gênants lors de la manipulation. Et comme la caméra de suivi de mouvement était positionnée au-dessus des planches et qu'on avait un angle
de visibilité intéressant, on a pu utiliser des pastilles qui répondent très bien dans ce cas-là à la problématique du suivi de mouvement des planches et qui, de par leur taille, ne gênent pas l'affichage des textures qui vont s'afficher sur les planches. En effet, lorsqu'on va manipuler, on affiche la texture de bois et l'évolution de la découpe au fur et à mesure de la réalisation de l'opération. Dans ce deuxième exemple, c'était une application, et c'est encore une application faite pour et avec le CEA. C'est un showroom en réalité augmentée. Donc le contexte et le besoin de base, c'était il existe des showrooms réels dans lesquels sont présentés des innovations, des objets. Et l'idée, c'était de pouvoir donner des informations supplémentaires à ces objets. Donc il y avait une contrainte d'un endroit déjà existant avec ses particularités. Le but, c'était que ce soit une expérience qui puisse être multi-utilisateur et dans tous les cas qui serait multiplateforme, puisqu'il s'agissait d'adresser notamment le casque HoloLens et des tablettes Android. Il y avait aussi une contrainte réseau forte, c'était un système fermé, donc on ne pouvait pas avoir accès à des outils de cloud ou ce genre de solutions. On a choisi du coup du tracking vision par ordinateur avec plus spécifiquement le suivi de QR code qui était disponible et qui est disponible à la fois sur la plateforme HoloLens avec MRTK et avec la plateforme Android. Sous diverses formes. On a mis en place, puisque l'environnement réel était assez grand, donc on ne pouvait pas avoir qu'un seul QR code pour cause justement d'instabilité si le QR code ou l'image n'est plus détectée. Donc on a mis en place un ensemble de plusieurs QR codes et puis une procédure de calibration pour pouvoir se repérer dans l'ensemble de ce système. Donc on a utilisé notamment Air Foundation et MRTK pour adresser les différentes plateformes. L'avantage, c'est qu'on avait une expérience et une application qui permettait d'adresser les deux plateformes, mais en une seule application. Donc on avait une unification. Ça permettait la configuration de l'ensemble, c'est-à-dire qu'on pouvait configurer justement ce showroom augmenté et on pouvait aussi le visiter sur différentes plateformes. Il y avait une facilité d'installation puisqu'en soi positionner un QR code ou une image dans un environnement est une chose plutôt simple. La préparation et l'utilisation et le déploiement étaient aussi simples du fait de la préparation et de la façon dont l'application avait été pensée. L'inconvénient principal, c'est donc la sensibilité à la lumière et l'environnement, puisque tous les environnements ne se valent pas, et typiquement des environnements avec des sols unis ou des murs unis ou avec pas trop de points caractéristiques sont des environnements un peu difficiles pour le suivi de mouvement, notamment quand il n'y a plus de visibilité de l'image. Concernant le casque NeoPro, c'est un périphérique sur lequel nous avons travaillé il y a quelques années à destination de certains de nos clients industriels. L'objectif était de leur fournir une solution innovante, compatible avec les systèmes de suivi de mouvement dont ils disposaient déjà, donc généralement optiques, liés à des caves ou des écrans stéréo. Notamment, le système de suivi de mouvement devait permettre à la fois en fait, le suivi de mouvement de la tête, plus d'outils qui pouvaient intervenir lors de leurs diverses simulations. Donc, pour cela, donc, il était naturel de créer une constellation optique à l'aide de LED infrarouge. Et cela a permis en fait de réaliser des simulations où plusieurs opérateurs interviennent avec un casque dans un environnement où leurs corps vont être suivis en mouvement grâce à différentes sphères passives et ils vont aussi pouvoir interagir avec l'environnement grâce à un périphérique qu'ils utilisent. Donc le casque s'intégrait parfaitement à leur environnement de l'époque. Autre sujet et autre exemple de réalité augmentée, c'est ici en fait deux besoins différents mais qui sont dans la même famille d'un configurateur.
Donc ça, c'était avec PSA. L'un était une application et l'autre était un projet, une preuve de concept. Mais l'idée, c'était d'avoir dans les deux cas un configurateur d'un véhicule en réalité augmentée. Donc, a priori, un même besoin, mais en fait, plus précisément, deux besoins différents. Le premier, c'était du coup de faire une application pour présenter une nouvelle gamme véhicule. La contrainte, c'est que ça devait être du coup une application disponible sur les périphériques de tout le monde, c'est-à-dire les téléphones Android, les tablettes ou les périphériques iOS. L'idée était à travers cette application de pouvoir accéder à cette nouvelle gamme, de pouvoir la configurer et la visualiser. L'autre demande, c'est un outil spécifique pour destiné aux concessions, où là, l'idée, c'était de pouvoir configurer un véhicule existant. On arrive dans une concession, tous les véhicules ne sont pas disponibles physiquement, il y en a certains, l'idée, c'était de pouvoir justement les augmenter. Donc, deux besoins et deux solutions différentes. La première, du coup, pour le configurateur d'une nouvelle gamme, on est parti sur un suivi sans marqueur avec les technologies simples disponibles par ARKit et ARCore, détection de l'environnement de l'utilisateur et la possibilité soit de jouer avec le configurateur dans un mode complètement en 3D, ou de pouvoir disposer la voiture dans l'environnement réel, que ce soit dans la rue, sur une place de parking ou dans son salon, sur la table de son salon, pouvoir visualiser à l'échelle 1 ou non le véhicule et de voir des animations, des configurations. Donc là, l'avantage, c'est que c'était une grande disponibilité. Il suffisait uniquement de télécharger l'application pour l'utilisateur, rien d'autre, et que son périphérique, et ensuite d'utiliser l'application. Dans le deuxième cas, il fallait précisément pouvoir suivre en mouvement, en tout cas détecter la voiture. On a utilisé un suivi de modèle 3D, avec notamment les technos dispo par Diota. On avait en entrée le modèle de la voiture, l'application détectait la voiture, et on peut le voir un petit peu sur l'image, la possibilité de, par exemple, changer la couleur de la voiture, d'y ajouter des accessoires, que ce soit sur le plafond, que ce soit dans le coffre, par exemple un accroche vélo, etc. Donc ça permettait d'augmenter la concession, si on peut dire, avec, dans des étapes plus tard, pourquoi pas une application liée au stock du concessionnaire qui va pouvoir mettre en avant telle ou telle configuration parce qu'il a ça en stock, etc. Donc ce qui est important de noter dans cet exemple, c'est que a priori au départ, deux besoins identiques, un configurateur de voiture en réalité augmentée, mais en fait non, deux besoins différents, deux technos différentes. On aurait même pu peut-être imaginer pour la solution 1 un suivi avec marqueur pour pouvoir disposer la voiture sur le marqueur, mais ça aurait rajouté la contrainte de l'utilisateur devait se procurer ce marqueur, cette image. L'avantage d'un suivi sans marqueur, c'est qu'il n'y a aucune autre dépendance que celle de l'application et du périphérique. Concernant les deux sujets suivants, le contexte était à chaque fois lié à l'utilisation d'un casque HTC Vive. Dans le premier cas, on interagissait avec un pupitre de commande. Ce pupitre de commande était présent aussi bien en physique qu'en virtuel. Et l'objectif, c'est que lorsqu'on agissait sur les joysticks de ce pupitre, eh bien, il y ait une correspondance entre les joysticks virtuels et réels, et que ça coïncide parfaitement. Pour cela, nous avons choisi l'utilisation de deux Vive Trackers qui étaient positionnés à l'avant du pupitre pour avoir notamment une meilleure précision liée à leur rotation sur l'axe vertical. Vous pouvez noter sur le pupitre qu'il y a une casquette qu'on a positionnée au-dessus des Vive Trackers pour la protéger en fait des émissions infrarouges du Leapmotion qui est positionné sur le casque HTC Vive. Le Leapmotion permettait de détecter la position des mains. Et comme il émettait un signal infrarouge, l'objectif c'était que ce signal infrarouge ne perturbe pas les Vive Trackers qui utilisent aussi un signal infrarouge. Pour ce deuxième exemple, l'objectif c'était d'avoir un pistolet de peinture connecté qui intervient dans une application de simulation peinture. Dans ce cadre-là, nous avons fait plusieurs choses. Nous avons déjà commencé par enlever une partie
du matériel du pistolet pour plusieurs raisons. Déjà, ça nous permettait de réduire une partie du poids qui serait compensé par l'ajout de la manette, et en plus, cet élément était gênant par rapport à des problématiques d'accès. Pourquoi nous avons choisi d'utiliser une manette HTC Vive? Pour plusieurs raisons. Déjà économique, puisqu'il y en avait 2 qui étaient fournis avec le casque HTC Vive. Après, parce que pour des problématiques de fiabilité et de maintenance, en cas de casse, si la personne fracasse le pistolet sur une table, eh bien, il y a une deuxième manette qui est disponible. C'est facile de la changer. Et puis, parce qu'on avait aussi besoin en fait de détecter les appuis sur la gâchette du pistolet. Et on a utilisé la gâchette de la manette HTC Vive, qui est analogique et qui répondait parfaitement aux besoins. Donc c'était vraiment l'utilisation qui se prêtait vraiment bien à la problématique et qui était la plus simple pour nous. Pour cet autre cas, nous sommes allés beaucoup plus loin. L'objectif ici était d'avoir un système de suivi de mouvement spécifique qui devait faire un suivi de mouvement de qualité dans un cube de 15 cm d'arête. Donc, l'espace de travail était relativement limité, mais le suivi de mouvement dans cet espace devait vraiment être de bonne qualité. Étant donné que ce système avait pour objectif d'être déployé dans un nombre d'exemplaires conséquent, on a préféré en fait passer un temps non négligeable dans la conception d'un périphérique dédié pour réduire par la suite le prix du périphérique final. Donc la solution retenue a consisté en l'utilisation d'un Leapmotion, qui est un périphérique à bas coût, qui permet plusieurs choses. Un, d'émettre des infrarouges. Deux, grâce à ces caméras, de capter le flux infrarouge. Dans ce contexte-là, nous n'avons pas utilisé de sphère passive, nous n'avons pas utilisé les émissions infrarouges. On a préféré en fait utiliser des LED infrarouges qui permet en fait d'avoir une meilleure précision, une meilleure qualité. Mais pour vraiment garantir en fait un suivi de mouvement de qualité, nous avons aussi ajouté une centrale inertielle, un capteur IMU, qui permet en fait d'avoir une précision un peu plus importante sur l'ensemble des mouvements. Par souci de fiabilité, de précision, minimiser les latences, on a câblé ce stylet, ce qui permet aussi de minimiser les problématiques de maintenance liées aux batteries, ce genre de choses. Et ça nous a aussi permis de facilement intégrer un bouton pour effectuer diverses interactions. Ce qui est intéressant à noter dans cet exemple, c'est que on a dû résoudre un conflit entre justement les LED actives du stylet versus les LED actives du Leapmotion, puisque le Leapmotion est fait pour traquer les mains n'ont pas d'émission d'infrarouge, donc on a coupé spécifiquement les infrarouges du Leapmotion pour laisser passer plutôt les infrarouges du stylet. Donc là aussi, voilà, c'est à chaque fois, les compromis sont possibles. Donc c'est la conclusion de ce webinaire où on a cherché à balayer un petit peu tout un tas de techniques, donner des éléments et de donner des cas d'usage, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas pour un cas donné une solution qui marche tout le temps. C'est à chaque fois un compromis à trouver. Pour un besoin exprimé, il peut y avoir plusieurs solutions, mais pour un contexte qui est vraiment spécifiquement donné, c'est-à-dire un contexte financier, une contrainte technologique, et puis pour savoir quel déploiement dont on veut, normalement l'ensemble de ces informations doit permettre d'adresser telle ou telle technologie. Il se peut qu'il y ait toujours différentes solutions possibles, mais en tout cas il faut bien avoir en tête l'ensemble de ces contraintes, dans quel environnement on se place, est-ce qu'il y a des choses qui existent déjà, quelle expertise on veut, quelle complexité on veut, quel déploiement on veut, quelle maintenance, quelle fiabilité. Voilà pour cette conclusion. On espère que ça vous a donné en tout cas des éléments soit nouveaux ou soit qui permettent la compréhension. Merci d'avoir assisté à cette présentation. Nous espérons que celle-ci a répondu à vos attentes et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions si vous en avez.